Les éliminatoires de la CAN 2019, le Togo va affronter le Bénin. Et la liste des éperviers est connue et Romao Adebayor font partie de cette liste. On en parlera à l'instant. Nous évoquerons également la Ligue des Champions. Paris qui perd le pari de la Ligue des Champions. Encore une fois, en huitième de finale, on parlera également du football espagnol, le Real vers le retour de Mourinho. Nous en parlons avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Alors, pour le Togo, le sélectionneur national Claude Leroy a publié la liste des joueurs retenus pour le match décisif de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Bénin le 24 mars prochain. Alexis Romao, en froid avec le sélectionneur depuis le début des éliminatoires, retrouve l'équipe nationale. Les deux se seraient rencontrés et auraient sûrement décidé d'enterrer la hache de guerre. On voit également dans la liste de Claude Leroy, Emmanuel Cheyi Adebayor qui, on le sait, avait refusé de jouer un certain nombre de matchs que le Togo avait livré. Hervé Pisa, déjà, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette liste, c'est une bonne liste en voyant le retour de Alexis Romao déjà? Bon, écoutez, un seul arbre ne fait pas la forêt. Samuel, je l'ai toujours débattu ici pour dire que, en principe, la colonne vertébrale de notre équipe nationale depuis la CAN Gabon totale au retour s'est brisée avec le départ de Romao, de Gapé, de Serge Akakpo, et que sais-je encore. Donc, parmi eux, il n'y avait que le capitaine Adebayor Cheyi. C'est vrai qu'il faut toujours faire la promotion de l'équipe nationale avec les équipes au niveau du championnat. Mais vous-même, vous connaissez le niveau de notre championnat. Et Claude Leroy était venu ici avec un objectif. Bon, pour nous, l'objectif aujourd'hui, le Togo devait être qualifié. Aujourd'hui, on ne devait pas mettre des calculs dans la tête des Togolais. Cette liste, je pense qu'elle n'est pas la meilleure pour revenir sur la liste. Elle n'est pas la meilleure parce qu'il y a eu des listes qui ont été sorties, Samuel, par le passé. Mais au finish, c'est que est-ce que tous ont répondu? Le problème, aujourd'hui, nous avons investigué jusqu'à ce soir. Sans vous mentir, je ne dirais pas, vous venez de lire qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre, certes, mais est-ce que Romao a pris sa décision d'être là? Et si même Romao devait venir, c'est qu'il faudrait que ça se joue dans tous les couloirs. Et dans tous les couloirs, est-ce qu'il y a l'harmonie aujourd'hui au niveau de cette équipe nationale, de la défense jusqu'à l'attaque? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, vous savez, lorsque vous oubliez certains joueurs et au niveau de l'équipe, il y a du rififi, le retour aussi peut ne pas être trop bien. Parce que faire confiance à quelqu'un et après, nous savons tous de la manière dont Romao et les frères Haïté sont partis de l'équipe nationale à un moment donné. Donc est-ce que si cela devait se faire, est-ce que c'est à ce rendez-vous décisif face au Bénin qui doit être les qualifs, parce qu'eux aussi ils font leur, on en parlera sûrement, ils font leur calcul. Est-ce que c'est le moment, c'est à ce moment-là précis qu'il fallait amener un Alexis Romao? Moi, j'ai crié le nom d'Alexis Romao depuis le début de cette compétition, parce qu'il était très, très, très important, le rôle qu'il joue à Reims, c'était très important qu'il soit au niveau défensif pour pouvoir apporter un plus. Et en dehors de ça, c'est des joueurs expérimentés, ils ont joué plusieurs cas. Mais nous avons crié, mais bon, l'entraîneur avait ses raisons, et les dirigeants de la fédération avaient leurs raisons. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre un chien à la veille d'une chasse pour dire qu'il sera le héros. Mais déjà, le fait qu'on le voit convoqué, ça montre qu'il y a eu une avancée dans les relations entre les deux hommes. Convoquer, c'est ce que j'ai dit. Une chose est de convoquer, l'autre chose, c'est Avant, il n'était même pas convoqué. Oui, avant, il n'était pas convoqué. C'est ça. Aujourd'hui, il est convoqué. Restons... Enfin, est-ce que Romao a acté le jour où on sortira la liste définitive au niveau du campement, puisque ce ne sont que des pré-convocations, le jour où on va sortir une liste c'est-à-dire que définitive, là, on saura que si vraiment il a acté ou pas. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'investiguer sur la plupart des joueurs qui sont convoqués. Vous êtes sans savoir que même face à la Gambie,
Ici même, face au Bénin, il y a des joueurs qui étaient annoncés comme les Soumaouli, les Mlapa, qui depuis ont joué un seul match, ils ne sont plus revenus. Aujourd'hui, ils sont encore annoncés. Bon, je ne sais pas si c'est une liste pour faire peur à l'adversaire ou pas. Et donc, bon, mon souhait, c'est vrai que mon équipe soit qualifiée, mais je n'avais pas souhaité que mon équipe fasse, comment on appelle ça, des acrobaties avant d'être qualifiée. Le Togo a une expérience, hein, il faut le dire. Nous avons même joué les quarts de finale de cette compétition-là. Et donc, il n'était pas question quand même, vu les équipes qui étaient dans notre poule, que ce soit aujourd'hui qu'il faut faire des gymnastiques pour amener les gens expérimentés afin d'obtenir une quelconque qualif. Et puis, chez Emmanuel Adebayor, lui, on sait, c'est un grand habitué de l'équipe, mais on connaît aussi ses caprices. Et on l'a vu sur les derniers matchs des Éperviers. On est sûr qu'il sera sur le terrain le 24 mars? Bon, sera-t-il là, sera-t-il pas là? Adebayor, comme vous l'avez dit, c'est un monsieur qui aime aussi souvent des plats réchauffés. Et bon, il y a un moment, il a fait une scène ici, il n'avait pas joué. Et en Gambie, il a brillé par son absence. Bon, aujourd'hui, on joue les qualifs. Est-ce que c'est un match très difficile? Et puis, il est décrié par le public sportif togolais, il faut le dire. Est-ce que sera-t-il là pour qu'on perde, pour qu'il prenne encore une raclée? Et sûrement aussi, ce n'est pas dire qu'il soit là. Peut-être même sa présence aussi peut aussi empêcher même certains de jouer, parce qu'il faut dire de toutes les façons, avec Adebayor et les Romao et consorts, ce n'est pas vraiment la vraie lumière, ça il faut le dire. Pour nous qui avons côtoyé cette équipe nationale-là, ces joueurs, nous savons que ce n'est pas aussi ça. Donc, le fait que Adebayor soit présent peut aussi jouer à ce que nous ne puissions pas avoir la qualif. Sa présence aussi, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a vraiment fait les états généraux de cette équipe nationale? Est-ce que les joueurs se sont pardonnés? Parce que, bon, une chose, c'est de dire, nous avons une équipe nationale, les gens soutenir, mais au fait, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me demande même aujourd'hui, est-ce que la Fédération togolaise de football a vraiment le pouvoir sur cette équipe nationale, ou bien c'est Claude Leroy seulement qui a le pouvoir sur cette équipe nationale, vu comment est-ce que les choses fonctionnent, vu comment notre fédération fonctionne, vu comment les hommes politiques et les hommes d'affaires qui entourent cette équipe nationale. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une rupture de toutes les façons, il y a une rupture entre le public sportif togolais et cette équipe nationale. Mais par rapport à certains qui sont partis. Sur le terrain, pour les 11 qu'on voit sur le terrain, c'est l'entraîneur qui forme son équipe. Oui, c'est l'entraîneur qui forme son équipe. Les 11 qu'on voit sur le terrain, c'est l'entraîneur qui forme son équipe. C'est lui d'ailleurs qui convoque les joueurs. C'est bien sûr avec l'administration, que le secrétariat de la fédération. C'est ensemble qu'ils le font. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce que Claude Leroy, avant de convoquer tous ces joueurs-là, est-ce qu'il a besoin du secrétariat de la fédération ou du président? Ma foi, par rapport à ce que nous voyons depuis le début, je me dis que la fédération n'est pas totalement impliquée. Bon, il le fait, l'administration fait semblant d'envoyer des courriers pour quand même qu'on ait le jeu. Mais, enfin, de toutes les façons, je l'ai dit, Samuel, fier d'être togolais, fier quand même que le Togo soit qualifié pour aller jouer. Mais est-ce que c'est ce match qui est très important pour le Bénin aussi, qui veut rentrer dans l'histoire, que, bon, on pourra faire venir des oiseaux rares pour pouvoir jouer la qualif? L'anglais dit that's the question. De toute façon, le Togo part déjà sur des calculs. Hein. Oui, le Togo part sur des calculs de toutes les façons pour le Togo. Parce qu'un nul, ça avantage le Bénin. Un nul avantage le Bénin. Et tel, vous savez, aujourd'hui, le Bénin est en train de multiplier des réunions, le comité exécutif et les membres du gouvernement, le ministre des Sports, en l'occurrence, les hommes d'affaires du Bénin, sont en train de se mobiliser. Moi, je connais particulièrement le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, qui ne cesse, qui aussi motive les joueurs qui sont à l'étranger. Ils sont là parce que, quoi qu'on dise, le Bénin, avec, vous savez, cette mauvaise image, tout dernièrement infligée au Bénin et tout ça, l'État togolais aussi, et l'État béninois aussi voudrait quand même redorer le blason de l'image, tout en participant à cette fête africaine. Donc, c'est de toutes les façons, ils ont plus de chances que nous. Ils jouent chez eux, et puis un nul les arrange. Donc, c'est le Togo de faire les calculs, parce qu'il ne faut pas aussi... le Togo va prendre de l'eau, et il faudrait que nous ayons la chance
comme nous l'avons eu en Gambie, vers la fin du jeu, en marquant un petit but qui puisse nous qualifier. Donc, et ça, il faut dire que c'est un match provocateur. C'est un match de tout risque, quoi. Il faut dire. Est-ce qu'à un moment donné, on va se jeter à l'eau pour dire ça casse ou ça passe? Le Bénin aussi qui joue en territoire conquis, ça, il faut dire qu'il va jouer à la provocation, quoi qu'on dise. Et donc, ça ne va pas être vraiment un match facile pour moi. Nous allons vouloir jouer les qualifs, mais c'est un match vraiment de tous les dangers. Il n'est pas permis de rêver, c'est ça? Il n'est pas permis de rêver. Le Togolais rêve toujours, vous savez. Mais on a déjà vu les éperviers marquer 5 buts pour se qualifier à une CAN 2017, je crois, où on ne les attendait pas du tout. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est le même schéma? Est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est le même schéma, c'est le même contexte? Samuel, il faut quand même qu'on reconnaisse une chose. Pour moi, le football togolais, ça dit que nous avons une longue expérience. Je ne vois pas pourquoi ces dirigeants-là, des fois, se comportent comme si c'était maintenant qu'on les présentait le football. Nous ne méritons pas ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit faire les acrobaties. Ça, il faut être clair. Est-ce que cette équipe-là, notre équipe nationale, on avait besoin que cette équipe-là soit divisée? Mais je suis sûr même que les anciens qu'on a sortis de cette équipe-là, après le gars, même s'ils étaient là, le Togo serait qualifié. Ça, moi, je le dis, s'ils étaient là, le Togo devait être qualifié. Parce qu'on a une équipe gambienne qui n'a pas du tout d'expérience. Le Bénin que nous avons joué ici, que nous n'avons pas gagné. Même comment l'appelle-t-on? L'Algérie qui était venue ici, écoutez, moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, les gens, peut-être certains, sont en train de nous suivre actuellement. Ils vont dire, mais pourquoi il y avait Pisa fait cette analyse? Il faut être dans la peau d'un consultant. Je ne suis pas dans la peau d'un supporter, mais je suis dans la peau d'un consultant et d'un administrateur. Et je suis au même moment togolais, mais ça me fait mal dans la chair que c'est maintenant, c'est à ce match-là qu'il faut faire des acrobaties pour pouvoir retrouver la qualité. Nous ne méritons pas ça. Mais quoi qu'on dise, ma prière, c'est que le Togo soit qualifié. On l'espère tous. Le second sujet, c'est la Ligue des champions. Tremblement de terre et nouvel accident pour Paris Saint-Germain. Le PSG, vainqueur 2-0 à l'aller, a été éliminé en huitième de finale. Retour de la Ligue des champions, battu 3-1 par le Manchester United. C'est une malédiction, Vépizal. Les huitièmes de finale, c'est le Rubicon que le PSG ne franchit jamais. Non, je pense que les Qataris doivent changer de politique. Ils doivent changer de politique. Ils ont de l'argent. Ils ont voulu miser gros. Je l'ai dit, le transfert de Neymar au PSG, ce n'était pas nécessaire. Est-ce que vous voyez, le Paris Saint-Germain a les moyens de pouvoir mettre la main sur des joueurs très expérimentés pour pouvoir faire son affaire de Ligue des Champions. Mais quand on va chercher un Neymar qui, ma foi, ne fait pas, enfin, on va dire, un tiers de Messi, ni de Cristiano Ronaldo, même de Suarez et tout ça, et pour miser gros, moi, je pense que c'est de l'argent perdu. Et quand on va... Kylian Mbappé, c'est un joueur, pour moi, aujourd'hui, je ne voudrais pas... C'est un très bon joueur, mais il risque quand même de s'effacer très tôt s'il reste au PSG. Ce garçon avait besoin de jouer soit en Espagne, soit en Angleterre. Directement de Monaco, parachuté au Paris Saint-Germain, l'inexpérience. Vous avez vu, il a loupé 3 occasions nettes. Les 3 occasions nettes devaient qualifier totalement le PSG. Au huitième de finale, il faut dire que Manchester United, c'est une équipe qui est très expérimentée. Nous l'avons toujours dit. Les équipes qui sont habituées à ce genre de compétition, même si ils ont 2 ou 3 joueurs expérimentés, le reste ne fait que défendre, ils vont jouer l'expérience. Et à la fin, ils vont remporter. C'est vrai que l'entraîneur a pêché un tout petit peu parce qu'il avait besoin forcément d'aligner un Cavani qui est un vrai neuf pour pouvoir fixer les défenseurs parce que là, de la tête comme des pieds, il est dangereux. Lui seul peut emballer 3 défenseurs. Ça permettra maintenant à Kylian Mbappé qui joue sur le côté, qui peut faire ses chevauchements de jambes et frapper dans tous les sens. Et ça devait donner beaucoup plus. Maintenant, il fait rentrer un joker, un bon joueur de tête comme de pied à 3 minutes de la fin. Je pense que là, il a pêché. Il avait pensé que la qualif était déjà acquise et on a mis Cavani au repos pour les quarts de finale. Oui, c'est des choix. Et non, la qualif 2-0, ça ne veut rien dire. Lorsque vous êtes face à une équipe
d'abord le championnat anglais, on connaît le niveau de Manchester United, ils ont de l'expérience, et Paris Saint-Germain, on sait le niveau auquel ils s'arrêtent toujours. Donc, mais c'était aussi un Manu Perclus qui était venu parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. Un Manu Perclus qui a démontré, vous avez vu, c'est ça aussi le football. Lorsqu'on laisse certains joueurs sur le banc, et qu'à un moment donné, les titulaires sont handicapés qu'on les mette, ils doivent jouer pour mériter, pour faire comprendre que nous existons, nous sommes réellement les doublons de ceux-là qui sont les titulaires. Et c'est ça qui permettra aussi à un entraîneur de dire désormais, bon, je mets un joueur, par exemple, que j'ai trop utilisé à un moment donné et je le mets au repos et puis bon, je fais confiance à celui-là qui le remplace et puis bon, c'est ça. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre un Di Maria qui joue aussi sur le côté, qui devait jouer côté gauche, Mbappé côté droit pour que Cavani fixe la défense. On l'amène totalement pour jouer le rôle d'un 10 alors que, bon, les balles, vous avez vu combien de balles il a retourné dans l'axe et tout ça. Et puis Kipembe, je me dis que ça aussi, c'est de l'inexpérience. C'est lui qui a crucifié. Oui, c'est de l'inexpérience. Vous avez vu Lukaku. Ce que je viens de dire, vous savez, l'entraîneur de Manu avait péché lorsque Paris Saint-Germain jouait en Angleterre, c'est-à-dire qu'en phase aller, il a laissé Lukaku sur le banc, alors que, comme je le dis, c'est un vrai neuf. C'est un monsieur, vous avez vu, lui seul, il peut même, face à une forêt de jambes, il passe. Il est puissant. C'est un joueur puissant de la tête, du corps, physiquement, des pieds, il est très puissant. Et une erreur, on transmet une balle rapidement. C'est de l'expérience. Et c'est ce que, bon, pour moi, l'entraîneur de Paris Saint-Germain devait faire. Bon, malheureusement, il a fait des calculs qui n'ont pas du tout marché. Neymar, c'est un gâchis, il faut le dire, c'est un gâchis. Et après, on l'a vu dans les tribunes descendre avec sa casquette, ses boucles d'oreilles, bon, pour circuler. Bon, moi, je me dis que ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et les Qataris doivent changer de méthode, de comprendre qu'on n'est pas obligé de miser, mettre beaucoup d'argent sur des joueurs. Cet argent, l'argent de Neymar seul, pouvait quand même amener 4 bons professionnels qui puissaient relever même le niveau du football au niveau du PSG. Mais ouais, on a vu aussi sur ce match quelque chose qui fait couler assez d'encre dans le milieu footballistique aujourd'hui en France. C'est la vidéo qui a également permis de siffler ce pénalty en toute fin de match. Et ça fait poser également beaucoup de questions. Quand les arbitres sur le terrain n'arrivent pas à se décider si c'est pénalty ou non, et à ce niveau de la rencontre où une qualif se joue. Oui, mais comment ils n'arrivent pas à se décider? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se décider d'une manière ou d'une autre qu'il fallait la vidéo suivante pour pouvoir quand même les aider. Parce que si, comme on l'a dit, c'est des humains aussi. Vous avez vu l'action là, un supporter égaré va dire non, mais écoutez, le ballon est venu le taper la main. Mais il y a des conditions aujourd'hui, les lois du jeu ont évolué. Lorsque vous êtes dans une surface, ça dit que ça sert une action de but. Est-ce que la balle frappée ne prenait pas la direction des buts? Effectivement, la balle prenait la direction des buts. Maintenant, la main décollée qui dévie la trajectoire du ballon, et ça, c'est un penalty. Parce que là, on vit si le tir était parti, c'est que ça rentrait dans les murs. Donc, c'est une faute et ça paye. C'est-à-dire que le football, c'est de 0 minutes jusqu'à les 90 minutes. Et vous devez faire beaucoup attention à votre corps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la surface de décision, vous devez quand même faire attention en tant que défenseur pour comprendre qu'un geste, ça vaut un penalty et ça coûte cher à l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, le Paris Saint-Germain pourra quand même se consoler parce que c'est pas la seule grande équipe qui est sortie de la compétition. On a vu également le Real de Madrid à qui rien ne réussit cette saison. Oui, il faut dire que par rapport à la Maison-Blanche, d'abord, le président de la Maison-Blanche, du Real Madrid, de lui-même est un problème parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions comme bon le semble. Et puis, secondo, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est ça, je l'ai toujours dit, le jour où Messi va quitter le Barça, vous allez voir que le Barça va dégringoler. Et il suffit tout simplement de faire une analyse. Le jour où Messi ne joue pas, le jeu n'est pas ça. Même Messi malade, lorsqu'il rentre, c'est que ça change. Ça, c'est un vrai capitaine sur le terrain comme dans les vestiaires. C'est le rôle là que jouait Cristiano Ronaldo. Quoi qu'on dise, Cristiano Ronaldo est parti avec l'âme de Real Madrid. Est-ce que vous voyez? Et puis pourquoi Cristiano est parti? Mais écoute, Samuel, il y a eu une délégation des joueurs comme
comme les Bale, les Vasquez, les Isco qui sont allés voir le président lui-même parce que bon, ils se disent qu'ils sont des Espagnols. Ils sont allés le voir et disent mais pourquoi toujours c'est Cristiano Ronaldo qui est l'enfant chéri? Si on ne le prépare pas les buts, il ne peut pas les marquer. Le football, il est collectif et et tout ça. Ben, le président aussi et voulant plier Ronaldo qui dit non, moi je ne peux pas. Ok, donc ça fâchait. Ok, si c'est moi qui vous fait ombrage et que vous ne pouvez pas marquer, ben il faudrait que je parte parce que moi j'ai un palmarès et quoi qu'on dise, c'est ça, il a un palmarès. Il a eu le ballon d'or deux fois. Donc, quelque part, ce n'est pas un joueur à s'amuser avec. Il est parti, effectivement, il est parti avec l'âme de cette équipe. Aujourd'hui, c'est la guerre des vestiaires. Et vous savez, au Real Madrid, les attaquants accusent les défenseurs que c'est eux qui ne jouent pas leur rôle. Les défenseurs disent que non, que c'est devant que ça ne joue pas. Et quand vous regardez, vous n'avez pas Vinicius. C'est un monsieur, il faut le mettre le ballon devant. Il court, même des fois, il peut oublier le ballon. Et donc, c'est l'inexpérience. Vous avez vu Lamar, comment il a joué la dernière fois. Il n'avait pas besoin d'aller se percuter plusieurs fois contre les joueurs. Et puis bon... En combien de minutes il est sorti? Et franchement, c'est de l'inexpérience. Est-ce que cette équipe a besoin du retour de Mourinho? Mourinho, aujourd'hui, vous savez, il a toujours surpris. Il a toujours surpris là où on ne l'attendait pas. Mais je me dis que le retour, aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous allez me dire que c'est pour m'annoncer le retour de Mourinho au Real Madrid. Nous le savons, les dossiers sont très avancés parce que je sais qu'il a déjà discuté par 3 fois de suite avec le président. Et il a envie, de la manière dont il est parti de Man U, il a envie de prendre sa revanche quelque part. Dans ce club-là qu'il a déjà tenu. Mais il faut dire aussi que le Real Madrid a un sérieux problème. Les joueurs sont vieillissants dans beaucoup de couloirs, que ce soit à la défense, au milieu du terrain, comme en attaque. Benzema, franchement, il fait son va, tout, mais il est âgé. Vous prenez le ballon d'or Modric 34 ans, c'est vraiment vieux, ce n'est plus ça. Les Toni Kroos, ce n'est pas ça. Casemiro, ce n'est vraiment pas. Vous avez vu que Casemiro a été absorbé la dernière fois par cette merveilleuse équipe d'Ajax qui joue à la Barça. Et franchement, il faut recomposer. Si José Mourinho revient au Real de Madrid, je suis sûr qu'il viendra avec une proposition pour lui permettre de refaire le Barça. Et pour lui permettre de refaire le Real de Madrid. Mais on peut aussi remiser sur Zidane. Je ne suis pas très sûr pour Zidane. Je ne suis pas trop sûr. C'est vrai que, bon, c'est en politique, on dit jamais, mais je pense que Zidane aussi a eu raison de partir parce qu'il a fait des propositions à ce président qui a dit niet. Et quand vous avez de l'avenir, vous pensez vraiment percer, il faut quand même à des moments savoir dire aussi non. C'est ça un homme. Hervé Pisa, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. La pause et après le journal, on passe à Regard Croisé.